Christian Gaulier, c'est à vous que je vais donner la parole. Donc, vous connaissez bien évidemment Ulrich Hegel. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment la notation ESG tient compte ou pas d'un facteur qui est important, qu'on appelle l'utilité sociale? Alors, c'est un sujet passionnant, hein. Je suis très heureux d'être membre du conseil scientifique d'Euronext qui réfléchit à ces questions de composition et d'organisation d'indices responsables. C'est un sujet super compliqué parce que c'est quoi la création de valeur de la finance? C'est quoi la création de valeur d'une entreprise? Alors, dans la théorie pure économique la Friedman, à la Adam Smith, le profit, c'est la mesure de la création de valeur sociale d'une activité économique dans un monde pur, mais le monde réel est assez différent de ce monde. En particulier, il y a une série d'activités réalisées par des entreprises qui ne se retrouvent pas dans les profits. L'exemple le plus simple, c'est effectivement le climat. Vous émettez du CO2, vous détruisez la planète, mais ça ne se retrouve pas dans vos profits de façon négative. Mais il y a aussi des activités qui créent des externalités positives. Vous faites de la R&D, vous allez produire des brevets, mais une partie de cette connaissance nouvelle va se diffuser de façon incontrôlée par vous, vous n'en tirez pas les profits, et donc vous créez là une externalité positive. Et donc les profits ne révèlent pas la création de valeur de l'entreprise, et donc un investisseur qui cherche à maximiser le rendement de son portefeuille sous une contrainte de risque va pas faire le bien de l'humanité parce qu'il n'intégrera pas dans cette rentabilité de l'entreprise les dimensions extra-financières de cette création de valeur. Donc voilà, c'est un problème. Effectivement, le monde de la finance n'est pas organisé aujourd'hui, ou n'était pas hier organisé, devrais-je dire, pour intégrer ces dimensions et faire le mieux qui est possible compte tenu de l'ensemble de ces choses. Ceci étant dit, on demande aujourd'hui beaucoup au monde de la finance. Moi, ma vision de ce problème, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais ce sont les États qui doivent modifier les règles de fonctionnement de notre société pour réaligner l'intérêt collectif, l'intérêt privé, en particulier l'intérêt des entreprises, en particulier l'intérêt des investisseurs, des épargnants, avec l'intérêt général. Aujourd'hui, les gouvernements ne font pas ça, notamment pour des raisons d'acceptabilité sociale. On pourrait parler du mouvement des Gilets jaunes. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus au monde de la finance, au monde de l'entreprise, responsabilité sociale des entreprises, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de définir ce que c'est un comportement socialement responsable d'une entreprise. Je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, je l'aime particulièrement celui-là, c'est le problème de l'acier. Si vous voulez décarboner votre production d'acier aujourd'hui, vous doublez, voire triplez vos coûts de production. Et d'ailleurs, on n'a même pas encore une usine sidérurgique qui fonctionne de façon décarbonée. On imagine bien ce que c'est, on fait des projections, étant donné le coût de l'hydrogène, le coût de l'électricité verte. Même en Suède, ça fait plus que doubler les coûts de production de l'acier. Donc imaginez un activiste, un épargnant qui veut mettre son argent en disant « moi, je veux contribuer par mon épargne à la production d'acier vert ». Demander à ArcelorMittal de doubler ses coûts de production alors que ses concurrents ne continuent à produire avec des hauts fourneaux, je ne vais pas vous faire un dessin. Le résultat, c'est la faillite de ArcelorMittal. Vous êtes responsable, mais vous êtes mort. Donc, ce n'est pas très, très utile. Deuxième exemple, le désinvestissement, le mouvement des investissements dont on entend parler depuis pas mal de temps, dont on ne voit pas vraiment les résultats en termes de coûts de capital des entreprises brunes. L'idée du désinvestissement, c'est bien effectivement de remplacer l'idée d'une tarification carbone par le fait que les entreprises irresponsables auraient des coûts du capital plus élevés parce que les épargnants et les investisseurs se détourneraient de ces actifs-là. On ne voit pas encore vraiment aujourd'hui la réalité de l'augmentation de ce coût du capital des entreprises qui ne se comportent pas bien. Et d'ailleurs, le revers de la même pièce du coût du capital, c'est le rendement des investissements. Ce rendement n'est pas plus élevé dans le monde brun que dans le monde vert.
Et d'ailleurs, le désinvestissement ne fonctionne pas vraiment exactement comme je vous ai parlé il y a quelques instants des fuites de carbone industrielles, c'est-à-dire quand vous augmentez vos coûts pour être plus responsable, vous perdez des parts de marché et finalement vous transférez la production vers des entreprises brunes et le bénéfice net, c'est implicitement ce que Oulid a dit tout à l'heure, est égal à zéro. De la même façon, une banque qui décide ou un fonds de pension qui décide de désinvestir d'une entreprise brune se fait remplacer par une autre banque qui n'a pas les mêmes motivations. Et donc le bénéfice net, il n'est pas très apparent. Puis finalement, je terminerai par là, je trouve qu'on a une vision du monde de la finance et de l'activisme vert, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, c'est une idée générale que, en fait, on va pas demander. Et on voit bien ça dans plein de gouvernements de politique climatique aujourd'hui et de plein de comportements d'activistes. On ne va pas demander d'efforts aux consommateurs, on va demander des efforts aux entreprises. Sachant bien que finalement, l'augmentation des coûts des entreprises se trouve dans le prix des produits et donc dans le pouvoir d'achat des ménages. Mais l'idée qu'on va restreindre l'offre de produits carbonés pour résoudre le problème du climat, c'est se refaire la crise énergétique de 2022 à la puissance 10, quoi. Hein, dire on ne va plus investir dans Total l'énergie, on ne va plus investir dans l'exploration et l'exploitation de gisements pétroliers et des gisements gaziers, c'est dans 5 ou 10 ans réduire massivement l'offre de produits pétroliers gaziers en Europe et dans le monde, et ça veut dire une augmentation des prix. Enfin, je veux dire, le cartel de l'OPEP rêve de ça depuis des décennies, quoi, hein, et les activistes climatiques font ça. Et au lieu de, comme on le ferait avec une taxe carbone, aller remplir les caisses de l'État avec cette taxe, on va augmenter les prix des énergies fossiles en réduisant l'offre, et ça va augmenter, vous voyez, les profits extraordinaires du secteur des énergies fossiles en 2022, hein, venant de la raréfaction de l'offre. Eh bien, les activistes et le monde de la finance, en disant on va désinvestir de Total Énergie, on va désinvestir du monde d'énergie fossile, créent la crise de demain en augmentant les profits des entreprises du secteur pétrolier, en réduisant le pouvoir d'achat des ménages et en ne créant aucun moyen de lutter contre l'augmentation des inégalités que cela va produire. Donc on est dans cette problématique puissante, importante de la réflexion de qu'est-ce que c'est que la création de valeur des entreprises, et on résout le problème sans y penser, quoi. Il y a un besoin de connaissances scientifiques, et j'en profite pour remercier Getlink pour le soutien à la recherche à TSE sur ces sujets qui me semblent complètement cruciaux, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette société qui veut aller de l'avant, mais on a été jusqu'à maintenant incapable de créer un consensus sur comment arriver à résoudre nos problèmes fondamentaux de soutenabilité de nos économies. Merci. C'est nous qui vous remercions, Christian Goulier, pour cette intervention absolument très intéressante. On y reviendra sûrement tout à l'heure.